Après la découverte par Colomb de l'Amérique, les Européens sont devenus très excités. Partout, on parlait de terres étonnantes, incroyablement riches en or et en pierres précieuses. Les voyageurs les plus aventureux ont couru en quête de trésors à travers les océans, les jungles et les marais. On a cherché sur le sol et sous le sol et dans les eaux. La plupart des chasseurs de trésors ont disparu. Il y en a qui sont rentrés chez eux, mais sans rien. Depuis 3 siècles, les gens des 4 coins du monde ont tenté de percer les secrets de ces terres. Et de nos jours, après des siècles de voyages et des centaines d'expéditions, j'ai aussi la chance de toucher les légendes et de tenter de percer les secrets des plus grands trésors du monde. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Chers amis, bonjour! Avec vous, le monde à l'envers. Nous sommes en Colombie. Quand on entend le nom de ce pays, on imagine d'abord les plantations du café, les cartels de la drogue et la salsa torride. Mais c'est loin d'être tout ce que peut nous surprendre en Colombie. C'est là que les trésors des fameux Pablo Escobar sont cachés. Sous terre, il y a d'incroyables gisements d'or et de gemmes sont juste sous nos pieds. Mais le plus intéressant, c'est qu'ici, tout le monde peut devenir millionnaire sur le moment. Eh bien, il est temps pour nous aussi de tenter notre chance. Nouvelle saison, c'est parti! Le fait que la Colombie est un pays avec des richesses inimaginables devient clair aussitôt, car dans sa capitale, Bogota, il y a la plus grande collection d'or au monde. Un homme spécial, Atavancha, un descendant des Indiens Muisca, jadis une des civilisations les plus développées d'Amérique du Sud, nous dévoilera les trésors colombiens. Maintenant, tu verras les richesses qui appartenaient à mon peuple qui gouvernait le territoire de la Colombie moderne. Les Muisca gouvernaient le territoire de l'actuelle Colombie depuis plus de 1000 ans. Ils étaient célèbres pour leurs impressionnantes pièces d'or. Ce métal jouait un rôle important dans leur vie. Les objets rituels étaient fabriqués exclusivement en or. L'armure des guerriers était faite d'or et l'on envoyait même dans l'au-delà ses compatriotes avec les dons d'or. C'est pourquoi les Muisca sont devenus la cible principale des chasseurs de trésors européens. Au cours des expéditions d'or, presque toute leur civilisation a été exterminée. Aujourd'hui, leurs reliques n'ont plus de prix. C'est peut-être l'un des sites les plus protégés du pays et c'est la réserve d'or des peuples indigènes, les Indiens. Museo del Oro est le plus grand musée de l'or au monde. Pour renforcer la sécurité de la collection, le musée a été situé juste dans la Banque centrale de Colombie, derrière des portes énormes comme dans les chambres fortes. Il y a 34 000 objets exposés. Combien d'or, c'est fou! Sous les 4 étages du musée sont littéralement inondés des pièces uniques en or. Figurines d'animaux, masques, bijoux, vêtements, vaisselle, objets rituels et autres objets datant de plus de 500 ans. Cette richesse en un seul endroit n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Les experts ne procèdent même pas au calcul du coût total de tous les objets en or, car en plus d'avoir une valeur matérielle, elles ont une valeur historique incroyable. Et quand les Espagnols sont arrivés en Colombie, ils ont commencé à voler les habitants, à prendre de l'or et des pierres précieuses. Les objets uniques ont simplement été fondus en lingots ou en pièces et expédiés par tonnes en Europe. Imaginez, en seulement 20 ans, les Espagnols ont exporté 500 tonnes d'or. En comparaison, la légendaire Titanic pesait 52 tonnes. Alors la Banque nationale de Colombie, afin d'empêcher la disparition de ces objets, a commencé à les acheter et les collecter ici. Il a fallu chercher beaucoup de pièces dans le monde, dans d'autres musées ainsi que dans les collections privées. Il a fallu des années de négociations. C'est la première exposition, le mortier d'or Poporo. En 1939, la Banque nationale de Colombie a acquis cet objet de 777,7 grammes d'or pur. C'est ainsi que le musée est né. Vous serez surpris, mais les Indiens utilisaient cet objet d'or au quotidien. Pour nous, les Indiens, c'est un élément nécessaire. J'en ai un en moi-même. Il n'est plus d'or, mais de citrouille.
On y mélange les feuilles de coca à de la chaux. On mâche ce mélange pour se sentir mieux en haute montagne. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un récipient ordinaire pour la chaux, mais fait d'or? C'était de riches indigents, hein? Non, le concept de la valeur de l'or comme matière est européen. Pour ma tribu, l'or n'avait qu'une valeur spirituelle. Le fait est que le Muisca adorait la nature et le corps céleste principal, le soleil, la source de fertilité. Donc tout ce qui était ensoleillé était considéré comme divin. Regardez, par exemple, cette figurine est très coûteuse. Mais il y a une grande différence entre la valeur matérielle de l'or et sa valeur spirituelle. Nos ancêtres n'avaient pas besoin d'or pour s'enrichir. Ils l'ont fondu et en ont fait comme de la pâte à modeler, de différentes figurines symboliques offertes aux dieux en don. Plus on donnait à la nature, plus elle donnait en retour. C'était la philosophie de l'équilibre dans le monde qui a été suivie par les Muisca. La plupart des objets que vous voyez ici ont été trouvés dans des lieux des offrandes ou des cérémonies rituelles. Les objets d'or ont été laissés par les Muisca juste dans des grottes ou jetés dans des lacs. Pour les Européens qui venaient d'arriver sur le continent, c'était un vrai jackpot. Par exemple, tous ces objets ont été trouvés dans différents lacs. Dans la plupart des rites, si on demandait à un fils ou une bonne récolte, on jetait les dons aux dieux à l'eau, car ils sont sacrés pour nous. Si je comprends bien, c'est une sorte de soutien-gorge de l'époque indienne. Oui, c'est une décoration de poitrine féminine. Les femmes des membres importants de la tribu la portaient lors des rites. Elles ne servaient pas à paraître plus riches ou plus importants, mais à être reconnues et distinguées des autres. Quel masque! C'est le museau du jaguar. Ça symbolise le courage, la sagesse et le lien avec la nature. Cela n'était utilisé que lors des cérémonies funéraires. Les Muisca croyaient à un au-delà et enterraient les gens avec des offrandes en or aux dieux. Et les membres de la tribu les plus glorieux ont été momifiés. Les chefs ou les prêtres ont été momifiés, mais cette pratique était plus courante chez les guerriers. Les momies des héros éminents participaient même au combat pour passer leur courage militaire. De telles traditions terrifiaient non seulement les autres tribus, mais aussi les Espagnols arrivés sur le continent. Mais cela n'a pas arrêté leur désir de posséder des trésors d'or incroyables. Selon vous, combien d'or pourrait encore se trouver en Colombie? Je pense que le musée ne possède que quelques pourcents de la quantité totale d'or de nos ancêtres. De plus, parfois, certaines pièces du musée disparaissent. Il y a eu un incident avec un employé de ce musée. Il a remarqué la disparition. Il a cru que ses collègues volaient. Mais après une vérification approfondie, il n'a trouvé aucune preuve de vol. Alors, il a commandé un coffre et y a mis une nouvelle preuve, une coupe d'or. Mais la prochaine fois qu'il a ouvert le coffre, la coupe avait disparu. Les caméras de surveillance n'ont vu personne entrer dans son bureau. Les deux laboratoires indépendants, américains et brésiliens, ont vérifié la vidéosurveillance. Ils ont confirmé que la vidéo est authentique. Il va donc voir le sage des Muisca, Carlo Mamanche. Ensemble, ils sont allés à la grotte où cette coupe avait été trouvée et l'ont retrouvée là. Ces objets retournent seuls au lieu sacré où nos ancêtres les ont laissés, dans les grottes et dans les lacs. Comment cela peut-il arriver? Nos ancêtres ont fait ces dons non par la force de l'esprit, mais par la foi et avec l'aide du lien avec la terre-mère. Tu n'as aucune idée de cette force. Elle peut faire n'importe quoi. Donc vous voulez dire que n'importe lequel de ces objets peut disparaître n'importe quel jour et retourner au lac, à la grotte, n'importe où? Plus maintenant. Par la suite, 127 chefs des diverses communautés de Colombie sont venus ici. Pendant 3 mois, ils pratiquaient des rites ici jour et nuit, priant les objets de ne pas partir. Ça alors? Bien sûr, il serait préférable pour ces objets d'être dans des endroits sacrés, laissés en don aux dieux. Mais on comprend qu'ils sont en sécurité ici.
car c'était juste les lieux que les Espagnols recherchaient pour s'enrichir. Un autre but des chasseurs de trésors était la ville légendaire d'Eldorado. Selon la légende, les profondeurs du continent cachent quelque part des rues entières dorées, des temples et des maisons pleines de bijoux et d'innombrables trésors. Bien que pendant 5 siècles, personne n'a pu trouver la ville dorée, mais Atavancha affirme qu'Eldorado n'est pas une fiction. Il m'a invité sur les terres autrefois habitées par son peuple. Spécialement pour le monde à l'envers, Atavancha et sa tribu feront une ancienne cérémonie qui révélera l'Eldorado secrète et montrera l'erreur des chercheurs d'or commise à la recherche de la ville légendaire. Pour continuer, on doit d'abord se purifier par un rite. Même si plusieurs siècles ont passé, les descendants de cette tribu unique restent fidèles aux anciennes traditions de leurs ancêtres. Je suis prêt. D'abord, il faut nettoyer le corps. L'énergie négative d'une personne est balayée et dissipée avec les plumes. Je vais te donner un mélange spécial de tabac. Cela va purifier ton esprit. Les Indiens croient que ce tabac ouvre le soi-disant troisième œil et aide à préparer l'esprit pour la cérémonie. N'aie pas peur. Ça me cuit un peu et j'ai les larmes. Et les feuilles de coca? Les feuilles de coca ne sont pas des drogues. Seulement après le traitement, elles peuvent le devenir. C'est une culture traditionnelle ici. Dans ces lieux, on les utilise dans les rites. Surtout ne mâche pas. Garde-les dans ta joue, trempés dans ta salive et suce le jus. Pas seulement moi, mais par toute l'équipe de tournage a dû passer par ce nettoyage en 3 étapes. Après le nettoyage, on continue notre chemin et très bientôt, on verra ce qui a tourmenté l'humanité depuis 5 siècles. C'est difficile à croire, mes amis, mais cette route en pierre a été construite avant l'arrivée des Espagnols. Elle est très vieille. Elle a plus de 500 ans. On doit se déchausser ici. Et je viens de mettre des chaussettes chaudes, il fait froid ici. Le respect des traditions est avant tout. Ensuite, on doit marcher à reculons. On va vers les dieux, on leur témoigne le respect en signe. Ici, on commence à marcher à reculons. De nombreuses expéditions ont suivi ces voies à la recherche de l'or indien et du mystérieux Eldorado. L'expédition d'un explorateur est l'explorateur britannique chevronné Percy Fawcett est l'une des plus célèbres. On dit que c'est après avoir discuté avec lui qu'Arthur Conan Doyle a écrit son roman de science-fiction Le Monde perdu. En 1926, Fawcett part à la recherche de la cité perdue en Amérique du Sud en compagnie de son fils aîné et son ami. Mais ils ont tous disparu sans laisser de traces. Des dizaines d'expéditions de recherche n'ont pas donné de résultats. Leur sort est toujours inconnu. Ce qui nous attend n'est pas clair non plus. Un ancien chemin nous amène au lac. C'est un lieu de culte typique pour les dieux de la tribu Miska. Alors, mes amis, on va voir le rituel d'initiation des chefs. Lorsqu'un chef décède ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, une cérémonie a lieu au bord d'un lac sacré, après quoi une personne peut être considérée comme un chef. Tu vas voir la cérémonie de nos ancêtres. Je serai le chef pour un moment. Et tu feras le travail d'un prêtre. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! Donc vous voyez, bien qu'il s'agisse d'une reconstruction, ils suivent très strictement tous les rituels. La prière et la permission des pouvoirs supérieurs sont obligatoires. Malgré le fait que ce soit spécialement organisé pour le monde à l'envers, toutes les subtilités sont observées. Après le chant rituel, les Miska prirent les 4 points cardinaux. Voici ma croix à 4 éléments. Les Indiens associent chaque partie du monde à un élément. Le nord est la terre, le sud est le feu, l'ouest est l'air
l'Est et l'eau. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Oh, mes amis, on couvre de miel puis de poudre d'or. Ça ne vous semble pas, le nouveau chef est couvert de la tête aux pieds d'or véritable. C'est ainsi que les Muisca préparaient le futur chef à la rencontre avec les dieux. Le prêtre doit appliquer de la poudre d'or sur le corps du chef. Peu à peu, le chef devient comme une figurine dorée, comme c'est le musée. Vous êtes devenu l'homme d'or. En voyant le chef tout recouvert d'or, il y a 500 ans, les Espagnols se sont exclamés « El hombre dorado », qui signifie « homme en or » en traduction. Et maintenant, la partie principale du rite. Il faut offrir tout l'or aux dieux pour les apaiser. J'ignore à quoi je ressemble, mais c'est très intéressant à mon avis. Et il va dans l'eau. Auparavant, lorsqu'un nouveau chef devenait complètement doré, il était avec les prêtres placés sur un radeau chargé de figurines dorées et de pierres précieuses. Au centre du lac, le futur souverain donnait la richesse à l'eau, puis il a lui-même plongé dans le lac en lavant la poussière d'or. Il entre dans l'eau et lave l'or. L'or va dans le lac et on croit symboliquement que l'or est donné à la nature. Les Espagnols se sont frottés les yeux et n'ont pas cru ce qu'ils ont vu. Les Muisca jettent des kilogrammes d'or dans l'eau. S'ils traitent l'or de cette façon, alors ils en possèdent sans mesure. Cette histoire a commencé à être transmise de bouche en bouche à travers le monde et est devenue la légende qu'on connaît tous sur la ville fabuleusement riche d'Eldorado. Elle aurait pu exister encore longtemps, mais en 1969, un fermier colombien a fait par hasard l'une des découvertes les plus importantes de l'ère des trésors. Une relique qui a effacé toutes les spéculations sur la ville mythique a été découverte dans la grotte. Aujourd'hui, tout le monde peut la voir au musée de l'or de Bogota. La voici, le radeau d'or qui représente le rite sacré des Muisca, l'Eldorado. Le rite des Eldorado s'est déroulé, il existait vraiment. L'homme doré ou Eldorado, c'était un chef. Ici représentait un or tel qu'il était dans les temps anciens, il y a 500 ans et plus tôt. Des expéditions parties à la recherche d'une ville d'or dans la jungle dangereuse n'imaginaient même pas que les tonnes d'or sont juste au fond des lacs. Le plus célèbre, Guatavita. En 1801, le géographe allemand Alexandre de Humboldt a calculé que plus de 50 millions de bijoux d'or se trouvaient dans ces eaux. Il y a eu plusieurs dizaines de tentatives de retirer de l'or du lac, mais le terrain montagneux et la profondeur ne permettaient pas aux chasseurs de trésors d'accéder aux richesses. Pendant tout ce temps, les plus persistants ont eu la chance d'obtenir seulement quelques objets d'or. Aujourd'hui, le lac sacré et l'or laissé par les Muisca sont protégés. Les touristes ne sont même pas autorisés à toucher l'eau. Mes amis, l'échelle de ce musée est tout simplement incroyable. Malgré le fait que la légende d'Eldorado ait été légèrement déformée et exagérée, ce n'est pas une ville dorée. En Colombie, il y a encore des richesses incalculables et pour s'assurer, il suffit de s'écarter un peu du musée de l'or et de se promener dans le centre. La Colombie n'est pas uniquement réputée pour les réserves aurifères des Muisca. Il y avait d'autres groupes de personnes fabuleusement riches ici. Chacun de vous a sûrement entendu au moins une fois dans sa vie le nom des cartels de Medellín, dirigé par Pablo Escobar, le baron de la drogue principale de la planète. Dans les années 80 et 90 du siècle dernier, cet homme avec son groupe gagnait des dizaines de millions de dollars chaque jour. On va étudier une autre industrie de plusieurs millions de dollars, une autre affaire fort rentable qui, pour une raison inconnue, est peu médiatisée. Dans les années 80 du siècle dernier, un proche partenaire de Pablo Escobar, Gonzalo Rodriguez Gacha, a organisé une vraie guerre sanglante pour les principaux trésors de la Colombie. Et aujourd'hui, pour voir à quoi ressemble ce business de la Colombie moderne, il suffit d'aller en plein centre de Bogota. Quartier de la Candelaria.
le cœur même de la capitale colombienne, non loin du musée de l'or. À première vue, on est dans la rue colombienne la plus ordinaire. Mais regardez ces gens de plus près. Tous ces gens sont des vendeurs du plus grand marché noir colombien. De nombreux touristes ont même peur de s'approcher ici car ils pensent qu'il y a des groupes mafieux et tous ces gens sont armés. Je ne sais pas pour les armes, mais ils ont tout en réalité des dizaines de milliers de dollars en poche. Le coût total des marchandises de tous les vendeurs locaux dépasserait sûrement des millions de dollars. C'est ce produit par poudre blanche que de nombreux Colombiens considèrent comme leur valeur et fierté essentielle. Buenos dias, montrez ce qu'il y a. Oh, c'est cool, les amis. Là, voici la très légendaire émeraude colombienne. Sans exagération, le principal trésor du pays. 90% de toutes les émeraudes de la plus haute qualité au monde proviennent de Colombie. Une pierre avec la couleur profonde sans impurité peut facilement dépasser un diamant en prix car elle est 20 fois plus rare dans la nature. 20 millions de pesos. 20 millions de pesos, 5 000 balles, voire plus. L'émeraude est l'objet préféré des bijoutiers, un objet de collection adoré et un investissement désirable pour beaucoup de gens riches. Il était porté lors des réceptions mondaines par les membres des familles royales, la reine Elisabeth II, Anne-Marie du Danemark, la princesse Diana, la duchesse Catherine, la duchesse Camilla. Les stars d'Hollywood en décorent leur tenue de tapis rouge. Victoria Beckham, Scarlett Johansson, Blake Lively, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Julianne Moore, Angelina Jolie. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en Colombie, ce joyeux cher peut être acheté juste au milieu de la rue. Ce seul homme a ici des dizaines de milliers de dollars. Il faut noter que les réserves émeraudes du pays sont juste colossales. La Colombie est très riche en émeraudes. Aujourd'hui, le monde à l'envers trouvera et montrera les émeraudes les plus uniques, belles et chères dont nos oligarques n'ont même jamais rêvé. Vous voyez, vous pouvez acheter, choisir, regarder ces choses chères en plein milieu de la rue. Puis-je voir? Interdit de le prendre. La pierre est chère et fragile. Si elle tombe, il se brisera. Puis-je les regarder dans votre main? Je suis prêt à rencontrer les émeraudes. J'ai pris un outil spécial de bijoutier, une loupe. Très belle couleur, riche, très dense. En effet, les inclusions sont visibles, bien naturelles. Certes, elle est vraie. Et combien ça coûte? 10 000 dollars. 10 000 dollars? Il y a une pour 500 dollars. Il y a beaucoup d'inclusions, des fissures. Elle est pas transparente, donc c'est moins cher, hein? Et aussi à cause de la couleur. Plus l'émeraude est foncée, plus elle vaut. 500 dollars, je ne veux pas ça, non. Désolé, on va voir plus loin. Vous vendez aussi, hein? Buenos dias, buenos dias. Marijuana? Marijuana, non, je cherche les émeraudes. Les émeraudes, non, c'est de la marijuana. On n'en a pas besoin, non. Voilà, mes amis, c'est la vie. Oh, ici, bien sûr, c'est le pic. Presque tous ces hommes sont des vendeurs des émeraudes. C'est quoi ça? Vous savez, quand je l'ai vue de loin, j'ai cru que c'était une fosse artificielle parce qu'elle était trop lisse. Mais quand on regarde à travers une loupe, on voit beaucoup de fissures sur la gemme. Cela confirme qu'elle est vraie. On croit qu'une pierre sans un seul défaut, soit d'un spécimen très rare, soit très probablement un faux cultivé en laboratoire. Car la nature crée rarement quelque chose de parfait. Combien cela coûte-t-il? Le prix est de 1 000 dollars par carat. Le poids est de 16 carats. 16 000 dollars pour une pierre. Le carat est une unité de masse spéciale pour mesurer le poids des pierres précieuses. Un carat fait 200 mg. J'ai peur de la tenir car si elle tombe, elle se cassera, hein? Oui, bien sûr. L'émeraude est considérée comme la gemme la plus fragile, donc les vendeurs laissent les clients potentiels les prendre dans les mains avec le cœur serré. Une gemme lâchée ici et tu es ruiné. C'est votre marchandise la plus chère du marché. Non, certes, il y en a bien plus cher. Pouvez-vous montrer les plus chers? Bien sûr, allez. Vous voyez, tous ces gens que l'on est en train de voir, appelons-les mercantis d'émeraude. Le chemin vers la pierre la plus chère du marché n'a pas été facile.
Oh mon Dieu, il y a toute une mer des émeraudes. On propose de tout ici. Eh bien, celles-ci, elles sont pures comme du cristal. Je les donne toutes pour 25 000 $. Pour combien? 25 000 $? Mais avec un 8 nuancé, je donne les toutes pour 25 000 $. Je préfère acheter une bonne Jeep. Je comprends. Cette émeraude, je n'en veux pas. Oh là là, super! Et combien coûte celle-ci? 1 million. Mon Dieu, il y a plein de choses, regardez. Regardez quel morceau d'émeraude naturel et incroyable. À part des pierres coûteuses, ce marché propose aussi des souvenirs moins chers. Qu'est-ce que c'est? On dirait une main d'émeraude, un cheval d'émeraude et un ourson d'émeraude. C'est la Vierge Marie d'émeraude. Il y en a de tout, un varan, un singe, un cheval. Mon Dieu, tout le monde est déjà là, on a vu le client. On va voir les plus chers. Ce jeune homme nous amène ailleurs au coin de la rue pour nous montrer les pierres les plus chères. Là voilà, je vois une moto de police, la police passe parfois. Faites-vous du commerce légal ici? C'est légal, bien sûr, c'est une vieille tradition. Si je fais un achat sans chèque, ces gens paieront-ils des taxes sur ces achats? Non, ces gens ne paient pas des taxes. Vous l'aurez compris, les Colombiens ont leur propre idée de la légalité. Nous approchons du quartier des bijouteries. La mine, boutique musée. Regardons maintenant les gemmes chères. Pourtant, les grosses affaires pour l'achat des gemmes les plus chères se produisent principalement dans les magasins. C'est plus sûr et plus confortable. Puis j'ai laissé mon sac ici. On ne le volera pas, non? Ici, on ne garde pas les émeraudes dans les poches comme au marché. Regardez ce coffre-fort. Il y en a des joyeux pour combien? Pour notre propre sécurité, on préfère ne pas en parler. Il s'agit des millions de dollars ou des dizaines de millions de dollars. Plus d'1 million de dollars. Regarde, c'est un type d'émeraude unique en son genre. Très belle en fait. Vraiment, ce n'est en vain qu'on dit que l'émeraude colombienne se diffère de toutes les autres. Combien coûte chacune d'elles? 1 000 $. Pourquoi 1 000 $ pour une si petite pierre? C'est une émeraude trapiche, unique et rare en son genre. Avec sa couleur très vive et son motif inhabituel, elle n'est connue qu'en Colombie. Trapiche, l'émeraude a inclusion de graphite. On dirait une étoile ou une fleur à l'intérieur. Un tel effet optique est extrêmement rare dans la nature. D'où le coût de ces émeraudes cosmiques. Mais il y en a encore plus chers ici. 18 000 $, 20 000 $ et encore 18 000 $, 480 $. Impressionnant. Et à titre de comparaison, ici semble-t-il une pierre de la même taille, mais d'une teinte légèrement différente. Combien ça coûte? Elle coûte 150 $ par carat. Elle pèse 1 carat 95 points. Cette pierre coûte 292 $. Mes amis, c'est une bonne illustration qui montre à quel point les prix sont différents. Et qu'un ignorant ne comprendrait pas tout simplement. C'est pourquoi il est très important d'effectuer de tels achats avec un expert. Car dans nos magasins, vous l'aurez compris, on pourrait tromper aussi. Surtout chez nous. Parce qu'on est loin et on ne sait rien sur les émeraudes. On est arrivé à une belle vitrine. Et on nous dit que c'est une émeraude très précieuse de Colombie. Oui, c'est vrai, elle vient de Colombie. Et on la vend par exemple pour 5 000 $. Et ici, elle coûte 200. Puis-je sortir pour regarder? Les pierres précieuses sont mieux vues en lumière naturelle. L'éclairage du magasin est souvent réduit afin que l'acheteur ne remarque aucun défaut. En vrai dire, je sors avec les mains tremblantes car je tiens dans mes mains une fortune, mes amis. Tenez ça, s'il vous plaît, j'ai peur de le lâcher. Alors, regardons. Le plus intéressant pour moi, voilà. Celles-ci sont des tailles très similaires, elles sont presque les mêmes. Ici, 18 200 $, 290 $, environ 18 000 $ de différence. Les pierres sont des tailles similaires mais différentes en teinte. Cela nous montre que l'émeraude la plus précieuse, est celle qui est sombre, riche en couleurs. Mes amis, j'ai peur de la tenir. J'ai peur de la tenir car si je laisse tomber, je devrais alors payer 18 200 $. Hein? Si je laisse tomber? Oui, on aura toutes tes caméras. Nos caméras coûtent moins de 18 000 $. Qui achète les pierres si chères? Très peu de Colombiens peuvent se permettre d'acheter une gemme aussi chère pour leur femme ou leur petite amie. Donc, 80% de nos pierres sont exportées.
Un tel contraste. De tels personnages passent avec la musique forte. Il y a des pierres pour 70 000 $. Où est la sécurité? Vous ne craignez pas rester dans la rue ainsi. Et si quelqu'un vient avec une arme et dira « le j'aime ou la vie » et c'est tout. La Colombie est un pays bien dangereux en fait, mais tout dépend de la région. C'est assez sûr ici. D'autant plus que devant nous, il y a un poste de police. Alors, expliquez-moi ce phénomène. Comment se fait-il qu'en face d'un poste de police, les mercantiles sortent de leurs poches et vendent des gemmes provenant des mines sans payer des impôts? Comment est-ce possible, hein? Le gouvernement a tenté plusieurs fois de régler le commerce, mais les marchands faisaient la grève. Alors, les autorités ont dû abandonner leur idée. Nos ancêtres vendaient des émeraudes aussi. C'est la richesse de notre terre. On ne comprend pas pourquoi cela est taxé pour nous. En fait, je sais pourquoi vous n'avez pas peur. Vous êtes tous ensemble ici, l'un pour l'autre. Venez nous tester. La mafia d'émeraudes, elle existe aussi. Oui, on peut dire ça. Merci d'avoir tenu et merci de ne pas me laisser briser. Sinon, je n'aurais pas quitté la Colombie. Bonne vente. Mon sac à dos que j'ai oublié. Muchas gracias. C'est l'influence des joyeux. Ils éblouissent. Même si les vendeurs locaux sont amicaux et ouverts, il me semble qu'ils ne sont pas prêts à révéler tous les dessous du commerce des émeraudes. Mais on a pu trouver un homme qui nous a promis la vérité. Bonjour, Dmytro, Eldar. En vrai dire, c'est une surprise de rencontrer ici un Européen engagé dans ce commerce. Natif de Riga, Eldar a émigré de la Lettonie à la Colombie il y a 17 ans et a réussi à percer le commerce de l'émeraude. Il a pris possession d'une mine d'émeraude. Eldar nous a raconté l'histoire du propriétaire de l'une des plus anciennes bijouteries de la région. Il s'est avéré que les clients honnêtes n'étaient pas seuls à remarquer ces émeraudes chères. Il y a environ 1 an et demi, il a été lourdement volé. Il y en a aussi des boutiques là-bas. Et quand les femmes transportaient des biens d'un magasin à un autre, une moto s'est arrêtée sur les routes, un sac a été saisi et emporté. Il a porté plainte, c'était pour 800 millions de $. Et ce n'est pas la fin des rapports criminels du commerce colombien d'émeraudes. Il y a environ 1 an, un actionnaire d'une mine est venu. Une moto vient de s'arrêter sur le parking. Lui et son chauffeur ont été fusillés. Rien n'a été pris. Probablement, c'était lui la cible. Mais les vendeurs d'émeraudes locaux ne semblent pas se soucier de ce genre de passion. Voici un homme assis qui compte l'argent dans la rue. Je ne sortirai pas une liasse en Colombie comme ça. Et je n'achèterai pas une gemme à un inconnu. Supposons par exemple que je sois venu ici pour acheter une pierre. Où sont vendues les pierres chères? Car il est évident que ce n'est pas ici qu'on dépense des millions de $. Dans tous ces bâtiments qui nous entourent, en principe, on traite des pierres, des émeraudes. Allons au centre des émeraudes. Je vous montrerai un bureau avec une atmosphère calme et les conditions sûres. On y peut déjà conclure des affaires. Donc ces bâtiments sont aussi les bureaux du commerce des émeraudes? Oui, je vois. Voici le tailleur. Voyez-vous, c'est le quartier des émeraudes. En fait, le marché des émeraudes n'est qu'une sorte de vitrine du commerce de plusieurs millions de $. Et l'on garde les gemmes les plus chères à huis clos dans les bureaux avec des mesures de sécurité renforcées. On monte maintenant là où il y a des bureaux pour les offres VIP. Tout est complètement différent ici. Porte blindée. Je vais rappeler. Il faut s'authentifier. Les étrangers n'y entrent pas. Autrement dit, mes amis, quelle grande différence, quel contraste. Dans la rue, on vend beaucoup à la sauvette. Il y a des portes blindées ici, les serrures à côte et la porte est puissante. D'habitude, les murs ici sont aussi blindés. Blindés? Vous avez bien entendu, la porte est blindée ici, tout comme les murs. Oh, elle s'ouvre. Oui, c'est la première porte. Entrez. On va la fermer, attendre l'autorisation pour ouvrir la porte suivante. Ça alors? C'est près du marché des émeraudes. On ferme bien la porte, c'est tout. Ça alors? Elle est fermée automatiquement. Est-ce une porte blindée? Oui, un opérateur à l'intérieur contrôle ceux qui entrent. C'est là-bas qu'on fait toutes les affaires. Mes amis, c'est le système de vente des gemmes chères en dehors des marchés. On nous ouvre. Entrez. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
C'est comme un appartement d'élite, ça alors? Oui. Il y a un atelier de taille ici. On amène ici les marchandises et c'est là qu'elles sont taillées. L'équipement est assez moderne. J'ai vu comment les rubis sont taillés en Inde, par exemple. Et bien là-bas, c'est assez primitif. Ici, c'est sérieux. Oui, oui, oui. Mes amis, voilà cette rue avec ces dealers mercantiles, comme je les ai appelés. Et il s'avère que derrière les vitres teintées et les portes blindées, il y a ces laboratoires modernes. Les clients VIP viennent ici. Veuillez vous asseoir. Voici mon ami et partenaire Oscar. Il montrera pendant que je parlerai. Bien que le bureau soit super à la mode, on sort les pierres comme au marché, des paquets en papier blanc. Le prix est de 35 millions par carat. Le poids est de 100 carats. C'est fou. C'est environ 47 700 $. Si c'était plus propre, cela coûterait beaucoup plus cher. Oui, donc cela coûterait plus cher. Montrez-moi ce qu'il y a d'autre. Le prix de cette pierre est de 20 millions par carat. Son poids est de 13,48. 5 000 $ pour un carat, 67 000 $. Oui. Couleur riche, très profonde. Il y a bien sûr des inclusions naturelles, des rayures, des fissures, des bulles. Est-il normal pour une pierre qui coûte 67 000 qu'il y ait beaucoup de bulles, de rayures? Oui, ça va. C'est donc une pierre naturelle. Donc, il y en a au total ici pour, attention, en gros, 200 000 $ américains. Leur qualité est moyenne selon les normes locales. Pas cher, loin d'être les plus chers. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus chers. Quelle est la plus chère pierre jamais tenue dans vos mains? Il y a 12 ans, je tenais dans mes mains une pierre de 4 millions de $. Elle pesait environ 800 carats. 800 carats? 800 carats. Est-ce que les montants comme 1 million et demi et 4 millions sont la norme pour Bogota et ce marché? C'est la norme. Pour voir la pierre encore plus chère, Eldar nous a conseillé de visiter une autre bijouterie. Cette émeraude est ma plus chère. Le prix est de 60 000 $. 60 000 $. Appartement auto de luxe. Oh! C'est quelque chose d'incroyable. La pierre à 60 000 $ est tout à fait autre. Tu as mal compris. 60 000 pour un carat, pas pour une pierre. 60 000 $ par carat? Oui, par carat. Et le poids de la pierre est de 3 et 17 carats. Je pensais que c'était toute la pierre. Autrement dit, le prix de cette pierre fait près de 200 000 $. Quoi? Mes amis, c'est 200 000 $. C'est-à-dire, ce n'est pas un appartement ou une auto d'élite simple. C'est un appartement de grand luxe ou plusieurs autos dans mes mains. Alors, comptez avec précision. On multiplie 60 000 $ par 3 carats et 17 points. Ça fait 190 200 $. C'est le minimum pour lequel je vendrais cette pierre. S'il est vendu aux enchères, le prix pourrait atteindre 150 000 $ par carat. J'ai déjà peur, en vrai dire, de la tenir dans mes mains. Supposons que ma main tremble, je la lâche et elle se brise. Que faire? C'est ta responsabilité. Il te faut 200 000 $. 190, vous avez dit. Imaginons une situation. Un étranger qui entre, il demande à la montrer. Vous avez cru, peut-être il l'achètera, mais il la lâche. Elle se brise. Mais il a avec lui peut-être 10 000 $ au plus. Il est interdit d'emporter davantage chez vous. On peut vendre un rein, je ne sais pas, mais ça ne coûtera pas autant non plus. Quelle issue? D'abord, c'est une gemme unique en son genre. Je ne la montre pas à n'importe qui. Ensuite, on a 2 types de pensées de démonstration. Ordinaire et pour le prix spécial. Et avant de montrer une pierre d'une telle qualité, il faut la fixer. Le risque de la perdre est minimal. Mais ça m'était arrivé. C'est très dur tant pour celui qui a lâché une pierre que pour le vendeur. Mais on essaie de trouver une issue. La pierre peut être retaillée, ou peut-être elle n'est pas trop brisée. On cherche toujours un compromis. Et qui achète de telles pierres? Des cheikhs arabes qui viennent? Des gens riches du monde entier. Car c'est une émeraude, un très bon investissement. 200 000 $ incrustés dans votre bague seront toujours avec vous. Et elles ne chuteront jamais en prix. Donc en gros, c'est un tel moyen légal de sortir 200 000 $ de Colombie. Et peut-être même le double de ce chiffre. Tu fais une bague, tu la mets à ton doigt et traverses la frontière.
Oui, c'est ton bijou personnel. Et il t'accompagnera dans chaque pays. Un simple exemple, les amis, de la façon de sortir de la Colombie en millions de dollars. Dans la valise, c'est impossible. Mais on peut acheter 5 gemmes comme ça, ou 3 gemmes plus grosses, ou 2 gemmes, 100 000 $ par carat. Si c'est 100 carats, c'est 500 000 $. Tu fais 2 bagues, tu les mets à tes doigts et tu sors un million de dollars. On a trouvé une fois une pierre pesant 17 500 carats dans la mine Victor Carranza en Colombie. Ça fait environ 3 kilos. Il s'agit de la Fura, qui était considérée comme la plus grande émeraude du monde. Cela faisait 10 ans que le propriétaire de la mine cachait sa découverte, car il avait tout simplement peur pour sa sécurité, pour sa vie. Lors d'une exposition, on a proposé Carranza 35 millions de dollars pour cette pierre. Mais il n'était pas d'accord, il voulait 60. La pierre n'a jamais été vendue. Son sort ultérieur est inconnu. Peut-être qu'il a fini dans un musée. Vous voyez, mes amis, tout le monde dit diamant, 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 diamant. Et il s'avère que les émeraudes peuvent être plus chères, beaucoup plus chères. Un phénomène, hein? Oui, c'est une erreur courante. Les émeraudes coûtent parfois beaucoup plus cher que les diamants. Vous venez de me bouleverser. Savez-vous ce qui m'impressionne? Qu'une personne qui est un millionnaire évident à voir votre vitrine et à la valeur de vos pierres, vous êtes millionnaire. C'est vous qui vendez. Qu'on soit millionnaire ou non, mon travail est un plaisir. C'est ma passion. Seigneur, muchas gracias. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Ravi de vous connaître. Pour l'instant, et là, je ne peux pas m'offrir une émeraude datant de dizaines de millions d'années, valant des douzaines, voire des centaines de milliers de dollars. Mais dans un pays comme la Colombie, où les pierres précieuses sont vendues juste dans la rue, il existe de nombreuses façons de s'enrichir très vite, presque aussitôt. En quête l'argent facile, l'un devient un dealer de la drogue, l'autre cherche les cachettes d'Escobar ou des trésors des tribus anciennes. Et ceux qui veulent rester honnêtes, éviter les risques, préfèrent un moyen plus facile de s'enrichir rapidement. Voir l'émission suivante. Cet homme est devenu populaire car il pratique des rites censés aider à s'enrichir. Comment les Colombiens deviennent-ils millionnaires en un jour? Combien on peut gagner ici au maximum? 4 milliards de pesos? C'est fou! Et quelles sont les méthodes non standards pour attirer la richesse en Colombie? C'est apparemment une sorte de dollar whisky. C'est pour attirer de l'argent, non? À quelle force les habitants ont-ils recours pour tromper la fortune? Je m'appelle Ramiro Lopez. Je suis le fils de Lucifer, Satan. Nous découvrirons le côté obscur de la Colombie. Quand j'ai vu l'acte de naissance délivré à mon fils, j'ai réalisé que l'enfant n'était pas d'un ange. Il est le fils du diable. Passeport d'enfant. Regardez, ça se termine par le chiffre 666. Avec des gens qui se considèrent comme les descendants du diable. Nous savons tous que les vampires ont peur de l'ail. Et vérifions si la magie colombienne peut vraiment affecter la chance. Je devrais être sûr de gagner à la loterie maintenant. On repassera demain et on verra si j'ai gagné ou perdu. Le monde à l'envers avec Maître Komarov.